tout à fait. Quand on étudie le phénomène du nazisme, on se trouve face à une énigme. Ça a été un des pires totalitarismes du XXe siècle. Et on a eu affaire à Hitler et en face vous aviez Staline. En nombre de morts, Staline c'est pas mal non plus. Mais curieusement, les ressorts du totalitarisme national-socialiste n'ont pas grand-chose à voir avec les autres totalitarismes. Il y avait une dimension presque religieuse dans le nazisme, dans l'embrigadement, dans les croyances. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on assiste avec l'avènement du nazisme à des croyances, à tout un système de croyances qui va irriguer toute la société. De citoyens ordinaires jusqu'à des citoyens, des gens qui avaient très peu d'éducation, jusqu'à des gens qui étaient extrêmement éduqués. Et nous, on s'est intéressé à un institut qui s'appelait l'Ahnenerbe, qui était un institut universitaire nazi, où vous n'aviez que des gens qui avaient des diplômes et qui étaient des nazis convaincus et qui ont fait des choses absolument incroyables. Et on parlait tout à l'heure du matin des magiciens, et effectivement, Powell et Berger en parlent. Et ça, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est le domaine seulement de la fiction, comme Indiana Jones par exemple. Vous savez, les nazis qui vont chercher le Graal. Et pourtant, c'est vrai, les nazis sont allés chercher le Graal à Montségur, ils sont allés chercher l'Atlantide dans les Canaries, ils ont fait plein de choses qu'on pourrait... Ça commence par le Tibet d'ailleurs. Hein. Par le Tibet, oui, voilà. Oui. Où ils sont allés chercher, d'ailleurs dans le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt dans le rôle principal, on voit bien qu'il y a eu des alpinistes nazis qui sont allés au Tibet, qui ont entretenu des relations très personnelles avec l'actuel Dalai Lama d'ailleurs, et qui cherchaient la race mystérieuse. Bon, vous l'écrivez tout. Alors, ce que moi je savais, bon, sur ça je savais un certain nombre de choses. Est-ce que c'est vrai que Churchill, lui, a essayé, bon, il était très sceptique, mais a quand même essayé d'avoir un contre-ésotérisme? Non, non. Là, c'est libre imagination de l'auteur, et on le dit à la fin. En revanche, il était entouré de certaines personnes qui prenaient ça au sérieux, effectivement. C'est-à-dire non pas en disant qu'avec de l'ésotérisme on peut changer le cours de la guerre, bien évidemment, mais qui en revanche savaient que la pensée nazie était teintée d'un certain ésotérisme. Et ça s'est déclenché avec un incident qui a eu lieu en 1941, ça a été la fuite de Rudolf Hess, qui était le chancelier du parti nazi, raconté, hein, qui était féru d'astrologie, qui avait une équipe d'astrologues et qui est venu négocier la paix avec Churchill. Donc il a pris un avion, il est parti. Et là, quand il a été capturé par les Anglais ont été complètement suffoqués de voir que ce type qui faisait partie de la garde rapprochée d'Hitler croyait à toutes ces doctrines, croyait à l'astrologie, croyait à des formes d'ésotérisme qu'on pourrait qualifier maintenant de fabulatoire, comme par exemple les théories de la Terre creuse, comme la réincarnation, bref. Ils se sont aperçus que dans l'esprit de leurs adversaires, il y avait quelque chose comme ça, ce qu'ils n'avaient pas du tout perçu au début. Alors, sur l'intrigue du livre, bien sûr, il y a des réseaux de résistants, avec des chercheurs nazis, des archéologues qui sont des militants nazis, et on va se retrouver non loin d'un lieu qui est assez connu des Français, qui est très visité en tout cas, qui est la citadelle de Montségur. Alors, c'est très bien expliqué dans notre livre, la citadelle actuelle, que vous pouvez visiter et monter en payant un ticket d'entrée maintenant, n'a rien à voir effectivement avec la citadelle primitive que recherchent les nazis, qui est une citadelle bien antérieure. Oui, alors Montségur fait partie dans tout cet univers d'ésotérisme, c'est une citadelle connue, inspirée. Donc ça a été l'un des derniers bastions des Cathares, où on a eu ensuite une prise de mise à sac et un bûcher où sont morts des centaines de croyants, de Cathares, de parfaits. Et par la suite, dans les années 30, s'est greffé une sorte de légendaire en disant en gros, les Cathares étaient détenteurs de secrets, peut-être le Graal, ce qui n'était absolument pas exact, mais les nazis s'y sont intéressés. Pourquoi ils se sont intéressés à ça? Parce que les nazis, une partie du moins des nazis, étaient persuadés que Wagner, dans son opéra Parsifal, était persuadé que toute la thématique du Graal était porteuse d'un message sacré. Et la citadelle du Graal, qui est citée par Wolfram von Eschenbach, qui est l'un des créateurs, l'un des co-créateurs du Graal au Moyen-Âge, il cite Montsalvage. Et Montsalvage, ça pouvait être Montségur ou Montserrat en Catalogne. Donc d'ailleurs, vos héros passent par la Catalogne. Voilà. Je vous donne juste un exemple, ça peut paraître incroyable. En 1940, quand Hitler a réussi à occuper quasiment toute l'Europe, il part rencontrer Franco en Espagne. Donc on est en octobre 40, hein. Déjà l'affaire est pliée en Europe à part l'Angleterre.
Et là, Himmler, le numéro 2 du régime, le chef des SS, part à Madrid, fait une visite officielle, et ensuite il file à Montserrat, escorté de sa garde personnelle. Il se rend dans le monastère, il demande à voir le père supérieur, et il lui demande si les moines détiennent le Graal. Et ça, c'est authentique, on n'a rien inventé. C'est le père supérieur de l'époque l'a raconté, en disant on a vu arriver, imaginez le chef des SS, vous imaginez un peu, ils étaient impressionnés, et qui leur demande où est le Graal. Pourquoi? Parce que Himmler était fondu d'ésotérisme et d'occultisme. Oui, c'est lui. Entendons-nous bien, Himmler, celui qui va être l'artisan de la Shoah, de l'extermination des Juifs. Himmler qui était persuadé qu'il était la réincarnation d'un roi de Bavière, Heinrich Loisler. Himmler qui a reconstruit un château où on sait maintenant qu'il y avait des cérémonies magiques. Himmler qui avait spolié dans toute l'Europe 13 000 ouvrages de démonologie, de sorcellerie et d'occultisme qu'on a retrouvés l'année dernière à Prague, une cache secrète. Alors, par rapport à Himmler, hein, le grand ésotérique, celui qui est la théorie de la glace et du feu, la terre creuse, etc. Dans Matamégène, ça bien expliqué, où pendant 30 ans, à peu près, la science nazie a été coupée de la science internationale. Heureusement d'ailleurs. Heureusement Ils ont abandonné les recherches sur la radioactivité. On a un témoignage de physiciens de l'époque parce que dans l'entourage d'Hitler, ils étaient persuadés que tout ce qui allait autour de la radioactivité, c'était une science juive. Donc c'était une science impure. Et heureusement qu'ils se sont concentrés sur d'autres choses qui ne tenaient pas la route. Imaginez s'ils avaient pris ça au sérieux. Alors, bon, semble-t-il, dans le livre, on le voit, hein, tous ne sont pas fascinés par Himmler. Et Hitler lui-même, d'après ce qu'on pourra savoir, était quand même très en retrait par rapport aux recherches d'Himmler sur la terre initiale des Ariens. Alors, sur Hitler, il y a une énigme. Il y a toute la partie de on va dire, sa jeunesse politique, où là, il est pris en main par une société secrète qui s'appelle la Thulé. Ça, on le sait, c'est documenté. Thulé, dont le symbole est une croix gammée au bord arrondi, qui existait avant la création du parti nazi. Thulé, dont le symbole de reconnaissance des rituels, c'était de lever le bras et de crier Sieg Heil. Thulé, dont l'un des maîtres a co-créé le parti nazi qui s'appelait le Parti ouvrier allemand, qui a repéré Hitler, qui a financé son éducation, qui lui a payé des cours d'orateur, qui lui a présenté des industriels. Je vous donne juste un exemple parce qu'on cite cette phrase sur Hitler. Oui, j'en prie. Voilà ce que dit Dietrich Eckart, qui était un peu le mentor de ses débuts. Il a écrit à la veille de sa mort. Dietrich Eckart est mort en 1923, soit 10 ans avant l'avènement d'Hitler comme chancelier du Reich. Il dit, de quoi ouvrir les guillemets, « Suivez Hitler, il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique. Nous avons ouvert ses yeux et lui avons donné les moyens de communiquer avec le peuple. Ne me pleurez pas, j'aurais influencé l'histoire plus qu'aucun autre Allemand. » Et Hitler a préfacé un tome de Mein Kampf à Dietrich Eckart. En revanche, on connaît la bibliothèque personnelle d'Hitler, il y a eu un livre là-dessus, et il y avait des livres d'ésotérisme. On a retrouvé par exemple, il avait annoté les prophéties de Nostradamus. Donc il y a des choses comme ça curieuses. En revanche, au fur et à mesure de son ascension, il s'est dégagé de tout ça. Il a même fait enfermer des astrologues qu'il prenait pour des charlatans. Et en revanche, il tolérait Himmler avec ses... Il tolérait. Voilà. Alors, dans la mystique de Montségur et l'histoire de Montségur, il y a un personnage qui a vraiment existé, qui est Ottoran, dont on ne sait pas exactement comment il est mort d'ailleurs, hein, mais qui a écrit 2 livres sur ça. Si mes souvenirs sont bons, la cour de Lucifer et Croisade contre le Graal. Voilà. Donc lui, c'était un archéologue allemand qu'ils avaient dépêché à Montségur pour trouver, non peut-être pas la croix gammée des étoiles, là, mais un Graal. Une pierre du savoir qui montrerait que, à côté de la Bible, il y a une connaissance arienne. Oui, parce que toute la doctrine des nazis, particulièrement de ce courant de la Neunerve, c'était de dire, voilà, en gros, la race aryenne est la race supérieure, donc il faut trouver des traces dans l'histoire pour montrer que cette race aryenne était supérieure. Le problème, et Hitler lui-même le disait, le problème c'est qu'il ne faut pas trop fouiller parce qu'on va s'apercevoir qu'il n'y avait pas grand-chose. Si vous remontez à plus de 2000 ans, ben oui, on trouvait des choses en Grèce, en Italie, au Moyen-Orient, mais vous allez dans certains pays germaniques ou scandinaves, bon, vous trouvez des tombes, des choses comme ça, un alphabet runique, mais on n'a pas ce degré de sophistication, de civilisation qu'on avait ailleurs. Alors Hitler, lui, était très partagé, mais Himmler, il croyait à fond. Et ils sont allés faire des fouilles. Là, ils sont allés à Karnak,
pour faire des fouilles, pour trouver des traces. Alors, il faut bien préciser que ce livre n'est pas une étude sur l'ésotérisme nazi. Hein, c'est un livre policier avec une intrigue, avec des réseaux de résistants, avec des gens qui se croisent. Un type qui est recruté d'ailleurs par les nazis petit à petit et qui joue sans doute double jeu. La recherche d'une croix gammée absolument mythique et qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et c'est le tome 1 d'un cycle qui s'appelle Le Soleil Noir. La suite nous amènera où ? Alors la suite, ce sera en Italie et au Moyen-Orient, en Égypte. À chaque fois, alors voilà, particularité de nos ouvrages, à la fin, vous avez des annexes pour distinguer le vrai du faux. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous vous intéressez à ce genre de choses, on peut très vite tomber dans une sorte de complotisme, et on le voit sur Internet. On a l'impression que Hitler, c'était, pour certains, c'est Harry Potter à la tête d'une division de Panzer. C'est complètement idiot. Avant tout, le nazisme est un phénomène politique, économique et social. Ça, c'est vrai. En revanche, c'était teinté d'un certain mysticisme. Et à la fin, vous voyez, ça, c'est libre invention de l'auteur. Ça, en revanche, les faits sont réels. Et on a été vraiment aidé par la publication de 2 ouvrages d'universitaires américains et anglais, dont le dernier, Eric Urlander, qui a publié ça aux presses universitaires de Yale et qui a repris toutes ces histoires pour discerner le vrai du faux. Et là, parfois, la réalité dépasse la fiction. On a découvert, par exemple, il a découvert que dans ce château d'Himmler, il faisait des séances de télépathie avec ses généraux SS pour influencer le cours de la guerre. On pourrait se dire que c'est complètement absurde. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire le type qui planifiait l'extermination des Juifs, au même moment, il était pétri de ses croyances, faisait des cours de parapsychologie paranormale. Voilà donc, vous avez compris l'esprit en tout cas de ce livre, Le Triomphe des Ténèbres, qui est le premier tome d'une trilogie dans laquelle est le cycle du Soleil Noir de Giacometti Ravenne aux éditions Jean-Claude Lattès. Je voudrais remercier Patrice parce qu'on se connaît, oui. À chaque fois c'est un plaisir parce qu'il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que quand on discute de ces choses-là, il les a étudiées, il y a pris plaisir. Et c'est vrai que c'est pas souvent l'occasion d'avoir ça, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est très gentil à vous, merci.